Jean-Louis Tremblay a été pendant 25 ans grand reporter, notamment au Figaro Magazine, spécialiste de politique étrangère, et il est mon invité pour être entre les lignes, reportage de guerre et aventure de presse. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Martial. La définition de votre métier, vous êtes allé la chercher chez Henri Béraud. Le métier de journaliste consiste à passer la moitié de sa vie à parler de ce qu'on ne connaît pas et l'autre moitié de sa vie à taire ce que l'on sait. Mais dites-moi, c'est quand même une boutade ça, non ? C'est pas une boutade. Ça pourrait être cynique, mais c'est lucide. Effectivement, je confirme. Dans la rédaction, il y a des tas de choses que nous savons sur les uns et les autres, sur l'Élysée, Matignon, entre autres, mais pas que, et que nous taisons parce qu'il n'est pas bien séant d'en parler. Et bien souvent, on vous commande des articles sur des sujets que vous ne connaissez pas. Et il n'est pas pertinent pour en parler. Journaliste, j'ai ajouté tout de suite grand reporter. Je suis journaliste, je suis pas grand reporter. Quelle est la différence ? C'est quoi un grand reporter ? C'était quoi ? Alors, c'est bien, j'aime bien votre usage de l'imparfait parce que la profession a beaucoup changé. Un grand reporter, à l'origine, à l'époque de Henri Béraud, que vous avez cité, à l'époque de Albert Londres, à l'époque de Joseph Cassel, c'est quelqu'un qui était, selon le titre d'ailleurs d'Henri Béraud, l'un de ses livres, Souvenir de reportage, un flâneur salarié, c'est-à-dire qu'on l'envoyait à droite et à gauche pour rapporter des éléments. D'où rapporter, reporter, to report, c'est la même chose. C'est un rapporteur d'événements. L'expression a été galvaudée, pourquoi ? Parce que c'est devenu aujourd'hui, il y a des tas de gens, vous voyez, sur un plateau de LCI ou de BFM, des gens avec le titre dessous, grand reporter. Mais grand reporter de quoi ? Parce qu'en vérité, c'est aujourd'hui, dans les lignes comptables, sur votre feuille de paye, c'est une ligne. Si par exemple vous étiez reporter, mais on veut vous augmenter sans vous nommer chef de rubrique ou chef de service, on vous met d'autorité grand reporter. Mais moi, dans ce contexte-là, donc récent, je connais des grands reporters qui ont peur de l'avion, qui n'ont jamais pris. Ou des gens qui ont grands reporters, ils font les expos le soir, ou les inaugurations des grandes de Dior au Chanel. Alors, voilà, donc. Ce sont des reportages grands. Voilà. Vous publiez donc entre les lignes. Les grands reportages parus, notamment dans le Figaro Magazine, je l'ai dit, entre 2002 et 2022, sur 20 ans. Quel a été, pour vous, au commencement, c'est-à-dire en 1986, dans les colonnes du Quotidien de Paris de Philippe Tesson, quel a été votre modèle ou votre source d'inspiration ? On a évoqué Henri Béraud, on pourrait aussi évoquer, comme vous le faites, Albert Londres, Joseph Cassel. Est-ce que vous aviez un modèle, c'est-à-dire vraiment quelqu'un que vous vouliez approcher par la qualité de votre travail ? Pas exactement. J'avais pas de modèle humain, j'avais un contexte, c'est-à-dire que ce que je voulais vivre, c'était la littérature de cette époque, c'était mes livres fétiches, c'est ce que j'avais en bibliothèque, ou sur ma table de chevet, c'était toute cette école de l'époque de la guerre d'Indochine, qui est Lartegui, Schoendorfer, Bonne-Carrère, avec Par le sang versé. Voilà, ça m'a marqué. Donc, ça m'a marqué littérairement et esthétiquement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la guerre, c'était en 86, j'avais 20 ans et quelques, guerre d'Indochine, évidemment terminée, même celle du Vietnam, terminée, 75, chute de Saigon, il restait, alors j'ai pas envie de dire heureusement, malheureusement pour les peuplades en question, mais quelques maquis, notamment anticommunistes et antisocialistes en Asie du Sud-Est, et il se trouve que j'avais des contacts avec l'un d'entre eux, c'était donc la guérilla des Karen de Birmanie, une minorité ethnique qui combat le pouvoir central depuis 1949. Et qui continue à le combattre. Et qui continue. Et qui est victime d'épuration ethnique silencieuse, c'est partie de ces guerres dont on ne parle pas. Et donc je suis parti là-bas, j'avais des contacts, j'ai parti en Thaïlande, franchi la frontière clandestinement, j'ai rejoint ces maquis et j'en ai tiré mon premier reportage en tant qu'indépendant, en tant que freelance, comme on dit à l'époque. Donc j'ai avancé l'argent pour le matériel, le voyage, etc. Mais quand je suis revenu, j'étais content. J'ai publié dans le Quotidien de Paris, qui était un grand journal. C'est titré à 150 000, 200 000 exemplaires. Oui, ça, oui, avec des grandes plumes. Zemmour a fait ses preuves là-bas, et Philippe Tesson, voilà, quand même. Donc oui, j'étais content. C'était un coup d'essai, mais un coup d'essai réussi. Alors, Jean-Louis Tremblay, moi je vous connais depuis 25 ans au moins, donc j'ai lu vos reportages dans le Figaro Magazine, mais vous avez décidé de publier, j'allais dire, non pas les reportages cette fois-ci, tels qu'ils sont parus à l'époque, mais les coulisses de chaque sujet, ce qui s'est vraiment passé sur le terrain, ce que l'on n'a pas vu ou ce qu'on n'avait pas lu, c'est-à-dire véritablement, d'où le titre, ce qui s'est déroulé
ou ce qui se trouve entre les lignes. Ça, c'est aussi un choix assez audacieux, finalement, de raconter les coulisses. Oui, alors moi je suis un peu fatigué par les témoignages entre guillemets sur le ton moi je, ou alors je reprends la collection de mes reportages et je les publie tel quel. Ça n'a aucun sens. La situation politique a tellement changé entre les premiers, ceux d'il y a plus de 20 ans et aujourd'hui. Je les resitue dans le contexte de l'époque, si vous voulez, mais je ne voulais pas les reprendre tel quel, trop facile. Bon, en revanche, on ne parle jamais. En fait, les gens ne se rendent pas compte que ce soit à la télé ou dans un magazine, sur papier glacé, c'était le cas du Figaro Magazine, on se rend pas compte de ce qui s'est passé avant d'arriver à ce résultat. Et c'est donc, j'ai voulu mettre les mains dans la machine presse, mais dans le cambouis de la machine presse. Vous savez, c'est ce que disait Céline sur la fabrication du roman, Louis-Ferdinand Céline, évidemment, pas Céline Dion. Louis-Ferdinand disait, le lecteur d'un roman, il est comme le passager d'un paquebot. La grande époque, des transatlantiques, voilà, entre les deux guerres, paquebot de luxe. Lui, il est sur le pont dans son transat, il joue du spectacle, ensuite il va déjeuner, restaurant, puis le soir il y a un bal, jolie femme, etc. Mais il n'a pas à connaître de ce qui se passe dans la salle des machines. Il peut y avoir une avarie, un tuyau crevé, un piston faussé, je ne sais quoi, j'y connais rien. Lui, il a payé son billet, il est sur le pont, et voilà, il n'a pas à savoir ce qui s'est passé. Et là, je raconte ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire les problèmes, les embrouilles. Avec un risque, Jean-Louis Tremblay, c'est que vous n'êtes plus la Berlon de Kessel, l'Artegui ou Schoendorfer, parce que quelquefois vous n'êtes pas à votre avantage dans ces aventures, voire même tribulations multiples et variées. Oui, c'est ça, effectivement. Et j'ai voulu aussi, d'une certaine manière, vous savez, métier de grand reporter ou reporter de guerre, selon les cas. Il n'y a pas que je tiens à préciser, il n'y a pas que des... C'est pour ça que j'ai voulu sous-titrer reportage de guerre et aventure de presse. Bien sûr, peut-être c'est 75% de reportage de guerre, mais il n'y a pas que ça. Il y a un sujet sur les hooligans britanniques, on n'est pas en guerre. Ok, c'est une guerre dans les tribunes, mais peu importe. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de poudre ou autre. Non, ce que je voulais, il y a un mythe autour de ce métier de reporter de guerre. Le mythe, c'est le type il est trop fort, etc. Et souvent, je vois quand je donne des cours dans les écoles de journalisme, les jeunes sont là, qu'est-ce que vous voulez faire, reporter de guerre. Bon, mais je m'aperçois que c'est un métier fantasmé, hélas méconnu, voire inconnu. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est comment ça se passe vraiment, comment on fait pour choisir un hôtel, comment on fait pour choisir un fixeur. Fixeur, c'est celui qui fait à peu près tout sur place, interprète, traducteur, qui vous trouve les contacts, etc., qui peut vous sauver la vie. Ou alors, dans le cas contraire, s'il est mauvais, vous la faire perdre. Donc tout ça, c'est important. Le rapport au temps aussi, très très important, parce que quand on voit le résultat, si on voit 10 pages d'un beau magazine, on se dit c'est bien léché, c'est bien type. On a presque l'impression que le mec est en vacances. Le mec, excusez-moi, je suis populaire, mais j'aime bien ça, c'est volontaire. Voilà, le mot important. Ils étaient bien là-bas. Oui, parce qu'on veut faire un beau produit pour un beau magazine. En l'occurrence, le Figaro. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et pour arriver à ce résultat, on a peut-être passé 2, 3, 4 semaines, dont quasiment 3 semaines à attendre dans un hôtel miteux à une frontière. Il y a beaucoup de solitude, non? Alors, dans ce métier? Dans mon cas, non, parce que j'ai eu la chance et le luxe de travailler pour le Figmag, et le Figmag avait les moyens d'envoyer toujours un binôme. C'est-à-dire, je travaillais, d'ailleurs, hommage rendu à mes camarades photoreporters. Moi, j'étais rédacteur, et eux sont les photographes, et on partait à 2. Et évidemment, au bout d'un reportage, surtout dans une situation un peu tendue, il faut partir avec des gens qu'on aime bien. Il faut que ça se passe bien. Donc, sont devenus des amis. Je sais qu'une année, je crois que c'est en 2004, je calculais ça l'autre jour avec mon ami photographe Noël Kidu, qui est un grand reporter, qui a eu 3 fois le World Press, un grand reporter de guerre, un des meilleurs au monde, je dis bien. En 2004, nous avions calculé que plus de la moitié de l'année, on est ensemble, et pas avec nos familles respectives. Donc, bon, ça crée des liens. Et c'est pour ça que je rends hommage au photographe, donc je rappellerai toujours cette phrase de Robert Capa, le fondateur de l'agence Magnum avec Cartier-Bresson, qui disait toujours, à propos des photographes de guerre, si ta photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'étais pas assez près. Bon, ça veut tout dire. Donc, celui qui, dans le binôme en question, donc, pour ça que la solitude, non, elle est évacuée, en vérité, mais en revanche,
pour le côté prise de risque, c'est toujours le photographe qui en prend, ou les gens de l'image. Voilà, c'est pour ça qu'à la une du voilà, il y a c'est pour ça qu'il y a le photographe qui était avec moi, Patrick Robert. On va rentrer dans certains sujets. Je peux pas les faire tous, bien évidemment, parce qu'on suit ces 20 années ensemble de missions, quasiment, de missions. Mais à croire quand même que l'histoire est un éternel recommencement, vous êtes en avril 2002. Avril 2002, c'est à Bethléem, c'est la ville natale du Christ, assiégé par l'armée israélienne. Chrétiens et musulmans vivent à ce moment-là dans la terreur de cette guerre qui oppose Tsahal aux Palestiniens. Un éternel recommencement, on est en 2025 et la situation est toujours explosive. Rien n'a changé. J'y suis retourné, je sais pas, une demi-douzaine de fois. Bon, le problème est toujours le même. C'est un sujet complexe, le conflit israélo-palestinien, et hélas, aujourd'hui, il est réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire son expression manichéenne. Le bien contre le mal, le noir contre le blanc. C'est plus compliqué que ça. Bon, c'est beaucoup plus complexe. Comme vous le dites très bien, Bethléem, par exemple, est une ville palestinienne, certes, et c'est pour ça que les combattants palestiniens s'étaient réfugiés dans la basilique de la Nativité, donc là où le Christ est né. Mais parmi ces combattants palestiniens, il y avait des chrétiens, et pas seulement des musulmans. Aujourd'hui, on a tendance à voir musulmans contre juifs. Non, c'est pas ça. Dans l'armée israélienne, par exemple, vous avez des musulmans aussi, vous avez des druzes. C'est un sujet complexe, c'est compliqué, aussi compliqué que l'Ancien Testament, si vous voulez, ou le Pentateuque. Et les gens, bon, quand j'écoute les chaînes d'infos en continu, que je ne citerai pas, mais bon, dont vous ne faites pas partie, heureusement, c'est terriblement... les gens ne comprennent pas, ou alors il faut que on n'a pas à choisir un camp, en vérité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et effectivement, à l'époque, nous sommes en pleine deuxième intifada, et les problèmes sont toujours les mêmes, et les problèmes sont toujours les mêmes, c'est notamment les territoires occupés et l'extension permanente des colonies en Cisjordanie. Ça commence comme ça, c'est un conflit territorial. La différence, c'est que est venu se greffer sur ce conflit territorial d'origine, qui remonte à la création de l'État d'Israël, donc voilà, au premier plan, ou même avant à la déclaration de Balfour, de la Première Guerre mondiale, et même avant à Theodor Herzl et le sionisme des origines, voilà, avec cette migration massive des Juifs d'Europe centrale vers un territoire qui à l'époque était à 95% arabe palestinien. Quand je dis arabe, c'est pas musulman, comme je l'ai dit, il y a des chrétiens. En tout cas, c'était arabe palestinien. Il y a eu quand même une petite spoliation de ces terres. Donc à l'origine, c'est territorial. C'est greffé après, puisqu'on parle de 2002, mais après 2001, et plus encore après l'intervention américaine en Irak, etc., et puis la guerre en Syrie, un problème religieux, voilà, qui aujourd'hui, finalement, absorbe et concentre tout le débat. Islam contre les autres religions de l'Église. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Mais pour s'en rendre compte, il faut y aller. On lit. Entre les lignes, on regardera cette incroyable histoire. 2002, c'est assez récent, et ça se déroule à Bethléem, et on est, comme vous l'avez dit, vraiment au centre même de l'histoire de l'humanité chrétienne. Septembre 2003, vous vous rendez au Kosovo. Pas dans la même région, pas dans le même continent. Ce n'est pas la première fois, et vous y découvrez alors là une situation révoltante, comme en 1989, quand vous revenez de Belgrade, écrasé... 99, oui, j'ai dit quoi? 99. Quand vous revenez de Belgrade, écrasé sous les bombes de l'OTAN. Vous n'avez pas adhéré au narratif. Dites, les gens kosovars, musulmans, affamés, opprimés, et les Serbes orthodoxes, méchants et oppresseurs. Là aussi, c'est plus compliqué que ça. Oui, exactement. Moi, j'ai toujours été révolté. Bon, la première raison, c'est effectivement... Alors, j'ai pas attendu 1999 pour... Comment dire, je n'aime pas ce terme, prendre le parti. En tout cas, essayer d'atténuer le narratif officiel qui était anti-serbe. C'est-à-dire que j'ai fait des articles pour dire que les Serbes avaient peut-être des raisons de faire ce qu'ils faisaient avant 99. Et c'est parce que j'ai écrit ces articles à l'époque que j'ai pu obtenir un visa pour la Serbie. Avant, je l'avais avant, je suis parti pendant les bombardements, et j'étais à Belgrade quand la coalition internationale, dont la France faisait partie, a bombardé la capitale serbe. Bon. C'est-à-dire que la France, pour que ce soit bien clair, a pris part directement au bombardement, pas indirectement par la livraison de matériel, non, avec des pilotes de chasse. Officiellement.
officiellement, et a donc bombardé une population civile à Belgrade. Parce que, bon, évidemment, on visait tel ou tel ministère, mais bon, c'est très bien ce que c'est qu'un bombardement. Voilà. Et donc, en vérité, la France a participé à, alors, pas une annexion, mais en tout cas, le bombardement d'un pays européen en 1999. Ce qu'on reproche aujourd'hui à la Russie, si vous voulez. Nous, on l'a déjà fait. Alors évidemment, sous la férule des États-Unis, comme d'habitude, mais au mépris du droit international. Cette guerre fut inique. Et les victimes étaient serbes. Tout ça pourquoi? Pour donner un État aux Kosovars, qui ne sont autres que des Albanais, et qui d'ailleurs rêvent de la grande Albanie, donc une réunification ils sont rattachistes, donc un rattachement à la grande Albanie, qui même, selon certaines cartes, s'étend jusqu'à la Macédoine. Voilà, réunir tous les Albanais, musulmans, dans un seul et même État. Bon, Albanais, dont je rappellerai quand même que pendant la guerre, ils ont participé dans une division SS à la guerre avec les Allemands. Ce que les Serbes n'ont jamais fait, puisqu'ils ont été les seuls à résister véritablement. Ils aient été monarchistes avec Mihailović, ou alors communistes avec Tito. Ce sont les seuls. Tous les autres ont collaboré avec les Allemands. Stéphane Barsac, qui signe la préface du livre, indique qu'il vous a rencontré pour la première fois à votre tour de Belgrade, et il ajoute « J'ai estimé que Jean-Louis ne serait jamais dupe de rien. Il avait saisi que l'Europe se suicidait. » Et la conclusion de vos reportages chez les Serbes assiégés, c'était ça, l'Europe se suicide? Oui, c'est l'Europe se suicide. Je veux dire, deux peuples de même culture, de même... Alors, évidemment, il y a eu le schisme de 2054, me semble-t-il. Bon, Orient-Occident, peu importe. Deux peuples chrétiens, de même culture, de même race et de même histoire, de berceau civilisationnel, sauf la guerre, encore je le dis, sous le commandement de l'oncle Sam, donc d'un peuple qui ne représente rien par rapport à nous, Européens. D'ailleurs, ils sont issus de nous, enfin d'une partie, d'un fragment, notamment des îles britanniques. Mais donc, il y avait ce côté suicidaire, et puis au nom de tout ça pour mettre en place un État qui serait musulman et donc contraire à toutes nos valeurs fondatrices. Donc oui, c'est une forme de suicide, complètement. Et en plus, j'ai ajouté que c'était... Dans le cas de la France, et quand j'étais à Belgrade, là, il y avait les Serbes adorent la France. Comme vous allez en Russie, vous sortez, les gens, ils connaissent mieux Zola et Balzac que aucun Français ne connaît Tolstoï ou Tchekhov. Hein. Donc voilà, il y a un vrai respect de la culture française et ils ne comprennent pas pourquoi on a pris le parti des Kosovars. Les Kosovars, il faut quand même voir ce que c'est. L'État, le Kosovo, créé par les États-Unis et l'OTAN, c'est quoi? C'est un État mafieux. C'est un État mafieux, tout simplement. Il y a même des histoires terribles de trafic d'organes sur les prisonniers serbes, etc. Puis vous y allez, bon, la moitié des voitures n'ont pas de plaque d'immatriculation, il y a des bordels à Moldave. C'est ça la réalité. Camp d'entraînement des islamistes, enfin. Voilà, drogue. Drogue. Donc oui, c'est un suicide. On poursuit. On trace la route, si j'ose dire. Oui. Entre les lignes, il y a tout juste 10 ans. Alors, vous êtes rendu là, dans la région du Donbass, à la frontière, donc entre le Donbass et l'Ukraine, une frontière déjà à l'époque au contour flou et irrationnel. Et vous parlez là, ce terme est important, de voyage en absurdie. Pourquoi? L'absurdie, elle est flagrante quand on y va. C'est-à-dire que vous aviez... En fait, j'appelle je crois qu'il y a deux titres. Il y a Voyage en absurdie et le deuxième titre, c'est La genèse d'un conflit. Bon, parce que c'est véritablement la genèse. Et encore, la genèse, on peut remonter à la révolution orange de 2004, mais c'est la première fois où on prend les armes dans cette région. Donc, vous avez la décision d'un gouvernement ukrainien anti-russe, notamment d'interdire le russe dans certaines régions russophones de l'Ukraine, qui sont le Donbass, avec deux républiques qui ont autoproclamé leur indépendance, qui sont les républiques de Donetsk, et la deuxième, c'est de Lugansk. À partir de là, une première guerre, avec une ligne de front qui est définie peu ou prou par les accords de Minsk en 2014, puis revisitée un an plus tard, si je ne m'abuse. Vous avez une ligne de front, vous pouvez encore passer de l'une à l'autre. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller dans un camp ou dans un autre. À l'époque,
On arrivait à passer dans l'un ou l'autre des cas. Il fallait simplement se faire accréditer à Donetsk pour évoluer dans la République séparatiste pro-russe, et puis Kramatorsk, je crois, pour côté ukrainien. Mais on pouvait y aller. Alors pourquoi voyager en Absurdie? Parce que je suis soumis exactement au même interrogatoire, formalité, checkpoint, contrôle, voilà, comme ça de faire. Parce que ces deux pays, c'est quand même les héritiers de Staline. Hein, donc, imaginez à peu près le niveau du paperassier moyen stalinien, hein, ukrainien ou russe, c'est les mêmes. Je dis c'est les mêmes, c'est vraiment les mêmes. C'est-à-dire, prenez deux, c'est des clones, ils se ressemblent, c'est la même chose. Et d'ailleurs, Khrouchtchev était ukrainien. Bon, ce sont les mêmes, la même religion, la même, bien souvent, en tout cas dans l'Est, ils parlent tous russes, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent l'ukrainien, l'ukrainien ayant été une langue reconstituée au 19e siècle. En vérité, Ukraine, ça veut dire Ukraina, Ukraina, ça veut dire la frontière militaire. C'était l'extension la plus méridionale de l'empire tsariste, donc frontière militaire. Et c'est pour ça qu'il y a les unités de Cosaques du Zaporog, etc., qu'on appelle aujourd'hui Zaporizhzhia, hein, quand on a un expert militaire sur LCI ou BFM, Zaporizhzhia, voilà, avec l'accent si possible, et une très jolie Ukrainienne à côté qui est spécialiste des jeux politiques, bizarrement. Et en fait, votre reportage, vous dites qu'en 2015, il pouvait se dérouler, vous l'avez dit à l'instant, dans les deux camps, hein, chez les Ukrainiens et chez les responsables séparatistes pro-russes. Mais c'est plus le cas. Vous dites que vous ajoutez même, d'ailleurs, si d'aventure un journaliste refuse la doxa véhiculée par un Bernard-Henri Lévy, par exemple, il signe son arrêt de mort professionnel. C'est pas rien, quand même. Ah oui, surtout depuis l'offensive, l'opération spéciale, pour reprendre les termes de Moscou, en Ukraine de 2022, là, c'est choisi de ton camp, camarade, parce que sinon, c'est la mort professionnelle. Je vais prendre l'exemple de mon ami Régis Le Sommier, par exemple, qui, après avoir été numéro 2 de Paris Match pendant des années, donc est en tant que tel vénéré par toute la profession, parce que tout le monde voulait passer dans le Match, et puis monsieur tapis rouge, et puis il se trouve qu'il a quitté Match et qu'il a travaillé à l'époque pour RT France, Russia Today France, donc voilà, qualifié immédiatement de médias pro-russes, et que 15 jours après l'invasion russe de l'Ukraine, parce que c'est quand même une invasion, ça je ne le nie pas, hein, je ne suis pas dans le négationnisme, mais 15 jours après, fermeture de Russia Today, et il se retrouve au chômage. Et personne ne veut l'employer. Alors je lui ai tendu la main, j'ai pu travailler 2 fois pour le Figaro Magazine, mais bon, c'est une exception, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au bout d'un moment, il y a eu un coup de semonce, on a dit, écoutez, on va faire travailler Le Sommier, c'est un agent du FSB. Donc ça a des conséquences économiques et humaines pour des gens et pour des familles. Et c'est vrai, ce qui a changé dans tous ces conflits, mais c'est la même chose à Gaza. Vous ne pouvez pas passer d'un camp à l'autre. Parce que aujourd'hui, évolution aussi, il y a l'évolution numérique. Et nous sommes, vous le savez très bien, depuis le confinement, on l'a bien vu, puisque c'est un exercice d'asservissement grandeur réelle de plusieurs populations, pas une seule. Fantastique comme exercice. Nous sommes tous fliqués, code barré. Donc si vous faites une incursion au territoire ukrainien, vous retournerez plus jamais chez les Russes, qui en plus, parce que dans les deux camps, ils sont complètement paranoïaques. Donc, évidemment, vous êtes un espion. Donc, vous ne pouvez pas. Or, moi, dans des conflits avant, par exemple, puisqu'on parlait de l'affaire de Bethléem en 2002, je pouvais aller un jour, parce que tout est petit, hein, faut imaginer Israël, c'est un département en superficie. Vous pouvez une journée la passer avec Tzahal, parce que vous trouvez qu'ils font une opération qui vous intéresse dans tel ou tel village de la Cisjordanie. Et le lendemain, parce que vous avez des contacts avec le Fatah ou la Brigade des Martyrs, aller côté palestinien. C'était possible. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous avez bien vu à Gaza. Personne ne rentre. Personne ne sort. À Gaza. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc, la seule information qu'on a, résultat, elle est biaisée. Puisque les seules images que nous avons en termes d'images, que nous avons de Gaza, c'est soit filmé par le service de presse des armées israéliens, soit par des journalistes palestiniens, mais s'ils sont encore sur place, et s'ils veulent pas que leur famille soit décapitée, ils n'ont pas intérêt à dire que le Hamas c'est pas bien. Donc forcément, vous avez une information dans les deux camps qui est totalement biaisée.
Est-ce que vous pensez que dans le monde aujourd'hui, ces terres inconnues du journalisme, en fait, ont progressé? Par exemple, en Somalie, on ne sait plus ce qui s'y passe. On n'a même plus la capacité de voir en Éthiopie ce qui se passe vraiment dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Est-ce que vous trouvez que par rapport à il y a 25 ans, c'est une situation qui s'est amplifiée, malgré les moyens technologiques, drones, etc. On ne sait plus ce qui se passe. Est-ce qu'on n'a plus de grands reportages? Oui, je pense de journalistes sur place. Parce que cette profession a été un peu sacrifiée sur l'autel du veau d'or, parce que c'est pour des raisons économiques qu'on n'envoie plus des reporters. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'un journal est financé par les annonceurs publicitaires. Les annonceurs publicitaires, les guerres, ça les intéresse pas. Et l'Afrique, je l'ai entendu ça, à la bouche de gens qui vendent des encarts publicitaires pour des grands magazines, c'est l'Afrique, ça vend pas. Donc, quand on s'appelle Dior ou BMW ou Rolex, on n'a pas envie d'avoir une histoire qui se déroule, par exemple, je vais prendre un cas précis, au Congo. Au Congo se déroule actuellement l'un des plus grands massacres sur la planète. Ce qui se passe en Ukraine et même à Gaza, où c'est beaucoup plus meurtrier, c'est rien par rapport à ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, terme qui m'a toujours fait marrer, la République démocratique du Congo, qui est un massacre qui date des guerres du Rwanda entre Hutus et Tutsis, donc 94, qui n'a jamais cessé. C'est 1,5 million, 2 millions de morts, voilà. Et je pense qu'il y a plus de morts chaque jour au Congo que dans le conflit ukrainien. Mais l'Afrique, ça vend pas, comme disaient les pubards, et c'est comme ça, et c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc l'Afrique, vous avez bien noté, on n'en parle jamais. Or, il n'y a pas que l'Afrique, il y a plein de conflits. Il y a au Nigeria, il y a Boko Haram, il y a le Sud-Soudan, il y a la Somalie, vous avez évoqué. Des troubles, il y en a partout. Il y en a encore dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y en aura demain au Sénégal. Autour du lac Tchad, ça va pas très bien avec les islamistes. Non, on n'en parle pas. Ah ouais, c'est de se quitter sur une note un peu sympathique. Vous avez raccroché les gants en mai 2022 après avoir fait un reportage au sein des forces spéciales françaises. Ça n'était pas fait depuis 1969, donc c'était une belle réussite. Et c'est une décision prise, si j'ai bien lu, dans une voiture vous menant à Lyon, conduisant en simple caleçon. Et pour une raison peut-être assez simple, vous dites que la vieillesse est un naufrage. Je ne veux pas vous croire. Si, c'est un clin d'œil. Vous savez, un livre, c'est comme un article. Dit comme ça fait drôle. Voilà, il faut trouver une chute. Et cette chute, c'était une vraie chute, dans les deux sens du terme, puisque je tombe dans Zodiac, dans une mer d'huile, au large de Toulon. Alors, je venais passer une semaine avec des types qui sont en l'occurrence les nageurs de combat, donc commando marine, commando Hubert, notre élite, notre élite de l'élite, basée à Toulon, et qui savent tout faire sur terre, dans les airs et sur mer. Et oui, et je me vautre comme un marin de douce, lamentablement, en essayant de rejoindre le quai du port de Toulon. Donc, comme il fallait que je trouve une chute à ce livre, je lui dis, voilà, bon, ok, on peut pas être et avoir été. Je cite le général de Gaulle que je n'aime pas, mais quand même, il a eu cette formule, la vieillesse, c'est un naufrage. Voilà. Vous avez tout quitté, quoi. Vous êtes retrouvé en caleçon. Maintenant, j'écris. Oui, j'étais en caleçon, parce qu'après, c'est pas ça qui est important, c'est qu'on a le sentiment qu'en fait, vous avez tout abandonné ce jour-là. Oui, c'est un peu ça. Pas seulement votre matériel, mais aussi votre défroque. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, des regrets. Pas de regrets, non, parce que je suis très bien. Il y a un temps pour tout. Le métier avait changé. Voilà. Place aux jeunes aussi. Reportage de guerre et aventure de presse entre les lignes. Je vous invite à découvrir cet ouvrage aux éditions Éric Bonnier et je vous invite à acheter cet ouvrage directement dans la boutique de TVL. Vous allez sur le site tvl.fr, vous connaissez le chemin, bien évidemment, pour se procurer cet ouvrage. Vous allez rire, vous amuser et puis aussi découvrir des atrocités. Merci à vous, Jean-Luc Tremblay. Merci Martial.